Dans le couloir, la table était dressée pour une personne. C'était une table convenable. C'était le détail que Patience Brisk avait appris à n'expliquer à personne. Sa mère ne l'envoyait pas à la cuisine les soirs de réception. Cela aurait été une insulte qu'un domestique aurait pu voir et prendre en pitié. Sa mère installait une petite table carrée dans le couloir, juste devant la salle à manger. Elle la recouvrait d'une nappe. Elle lui donnait une assiette avec le même repas que les invités et laissait la porte de la salle à manger ouverte. Tout tenait à ce détail, la porte ouverte. Ainsi, la conversation lui parvenait par bribes, chaleureuse et vive. Elle sentait l'odeur des bougies derrière. Elle pouvait entendre sa sœur rire. Ainsi, les invités qui se rendaient aux commodités passaient devant sa chaise. Ils disaient « Oh, mademoiselle Brisk !» sans savoir où poser les yeux, et continuaient leur chemin. Personne ne la frappait. Personne ne lui disait un mot cruel. Elle était assise dans sa belle robe grise, sous une lampe qui n'était jamais allumée ces soirs-là, car la lampe du couloir fumait, et elle mangeait un très bon dîner dans le noir, à 6 pieds de sa famille. Elle avait 24 ans. Elle avait mangé dans ce couloir 14 fois depuis Noël. Le 14 mars, les invités étaient au nombre de 4. Madame Belinda Wickmere, qui avait un mari mort et un titre bien vivant dans la voix. Un monsieur Gurney du bureau des Axes. Sa femme, qui avait peur de tout. Et un jeune homme avec une fortune dans le coton, invité pour Phoebe. Patience entendit le rire de son père sortir de la pièce et rouler dans le couloir. C'était un bon rire. Il avait vendu beaucoup de vin. Elle mangea son mouton. Elle écouta la pluie. Puis elle descendit elle-même son assiette à la cuisine, car la servante avait déjà assez à porter. Et parce que Toby serait sous le vaisselier avec l'ardoise. Il avait 10 ans, ou presque. Personne ne le savait. Madame Dockett, la cuisinière, l'avait recueilli sur le perron 3 hivers auparavant. La maison l'avait absorbé comme une maison absorbe un chat. Il nettoyait les bottes, tournait la broche et dormait près du feu de la cuisine sous une couverture de cheval. Il ne savait pas lire un mot. « Montre-moi », dit Patience. Il leva l'ardoise. Il avait dessiné une rangée de formes, patientes et tordues, qui ne signifiaient absolument rien. « C'est un thé magnifique », dit-elle. « Celui-ci est tombé. Recommence. Ma main se trompe. La main de tout le monde se trompe. La mienne s'est trompée pendant 1 an. » Elle s'assit par terre à côté de lui, dans sa belle robe grise, sur les dalles. Elle sortit l'abécédaire à cornes de sa poche. C'était une petite palette de chêne de la taille de sa paume. Une feuille imprimée était protégée par une fine couche de cornes. Son manche était usé jusqu'à devenir satiné. Son grand-père avait appris à lire aux enfants du village de West avec cet objet pendant 31 ans. Il était mort avec 11 livres et cet abécédaire. Sa mère l'aurait brûlé si elle avait su que Patience l'avait encore. Sa mère avait passé la moitié de sa vie à effacer le maître d'école de la famille. De la même manière qu'on frotte une tache, en travaillant de l'extérieur vers l'intérieur. « Ah », dit Toby. « Ah », dit Patience. Voilà toute la difficulté résolue. Il n'en reste plus que 25. La cloche sonna. Ce n'était pas la sonnette de la porte d'entrée. C'était la cloche de service, en bas des marches, à la porte des fournisseurs. Et elle sonnait à 9 heures du soir, sous la pluie, ce qui n'était pas une heure pour les fournisseurs. Nan, la femme de chambre, remonta le couloir et revint la bouche pincée. « Il y a un homme, dit-elle. Il veut voir le maître. Il dit que c'est pour le bail de la maison. À cette heure-ci, il a marché. Il est trempé, mademoiselle. Il est resté dehors sous la pluie. » Patience y alla elle-même. Elle y repenserait souvent plus tard. Au fait qu'elle y était allée d'elle-même, que personne ne l'avait envoyée. L'homme dans l'embrasure de la porte de service était grand. Elle le remarqua d'abord parce qu'il devait se baisser sous le linteau. Et il le faisait avec l'aisance d'un homme qui s'était baissé sous de nombreuses portes basses. Il portait un manteau de charretier qui avait été un bon manteau autrefois. Il était maintenant surtout usé par les intempéries. Ses bottes étaient finies. Il avait de la boue jusqu'aux genoux. Ses cheveux étaient sombres et plaqués par la pluie. Et il avait une barbe d'1 semaine. Il n'avait pas non plus l'air d'un mendiant. Les mendiants ont une façon de tenir leurs épaules. Il se tenait comme si la pluie n'avait aucune importance. « Je suis désolé de venir si tard, » dit-il. Sa voix ne correspondait pas à son manteau. Patience le remarqua et mit cette pensée de côté. De la même manière qu'on met de côté une chose qui ne tient pas dans la main. « Vous voulez mon père. Je veux celui qui détient le bail de cette maison.
Il regarda brièvement derrière elle, vers le couloir chaleureux. « Ça peut attendre demain matin. Si vous pouviez me dire où un homme peut dormir cette nuit. De quelle distance venez-vous? » D'Aylesbury à pied, pour la dernière partie. Le diligence a perdu une roue à Oxbridge, et j'ai abandonné. C'est 40 miles. C'est à peu près ça, admit-il. Elle s'écarta. Entrez vous abriter. Il essuya longuement ses bottes avant d'entrer, ce qu'elle remarqua également. Elle aurait dû l'emmener à la cuisine. Plus tard, elle fut très claire à ce sujet. Et sur la faute de ne pas l'avoir fait. Et elle ne se l'est jamais reproché, bien qu'elle en ait porté le poids. Elle l'emmena au pied de l'escalier et monta dire à son père qu'un homme était venu pour le bail. Son père avait bu la meilleure partie d'une bouteille de son propre claret. Il y avait une table de bonne compagnie à divertir. Il avait passé toute sa vie à être l'homme capable de créer une diversion. Son père prononça les mots qui firent basculer la soirée. « Faites-le monter. Il n'est pas en état d'être présenté, monsieur. Fais-le monter, ma fille. Nous périssons du commerce du coton ici. » Alors l'homme monta les escaliers, entra dans la lumière de la salle à manger dans son manteau en ruine. La pluie était encore sur lui, et il se tint devant 5 personnes qui avaient très bien mangé. Patience vit le visage de sa mère faire ce qu'il faisait toujours. Almaria Brisk avait 51 ans, elle était encore belle. Et elle avait une façon de devenir très immobile quand elle avait peur, si bien que la peur passait pour de la grandeur. « Silas, dit-elle, il est venu pour le bail, mon cher. Asseyez-vous, l'homme. Avez-vous dîné? Je n'ai pas dîné. Alors vous aurez un peu du mien. » Silas Brisk s'amusait maintenant. Il avait un public, un étranger, et du vin, et une femme qui devenait blanche, ce qui était une source de plaisir pour lui. « Vous aurez de mon mouton et de mon claret. C'est le meilleur claret de cette rue. Et j'entendrai ce que l'homme du propriétaire a à dire pour sa défense à 9 heures du soir. »« Bien, je n'ai rien à dire ce soir, monsieur. Je ne vous aurais pas dérangé du tout s'il y avait une auberge à moins d'1 mile qui accepterait un homme dans ce manteau. Il ne vous aurait pas accepté. Madame Wickmere le dit très agréablement. Elle avait une voix charmante. Comme c'est terrible. Savez-vous que je ne crois pas qu'on m'ait jamais refusé un lit de ma vie? Ce ne serait pas votre cas, dit l'homme. Il y eut un petit silence. Patience. À la porte avec la carafe d'eau, vit le sourire de Madame Wickmere rester un sourire, tandis que quelque chose derrière ce sourire se retournait et le regardait. « Que vous paye-t-il pour arpenter les routes à la recherche de Beau ?» dit M. Gurney de l'Assise. « Bien peu. Voilà. » Silas frappa la table. « Voilà. Un homme marche 40 miles sous la pluie pour bien peu. Et ma fille lui ouvre la porte à 9 heures du soir. Maintenant, que ferons-nous pour vous, monsieur? Que prendrez-vous pour votre peine? Dites-le. Je suis d'humeur généreuse. » Silas, dit sa femme, je vais vous dire ce que je vais faire. Et son père se tourna dans sa chaise, à l'aise, rouge, ravi. Il tendit le bras vers la porte où se tenait Patience avec la carafe. Je vous donne mon aîné. Le jeune homme du coton fit un bruit de bouilloire. Prenez-la, dit Silas Brisk. Prenez Patience et ma bénédiction, et soyez le bienvenu. Elle a 24 ans, elle mange très peu, elle ne dit jamais un mot, et je l'ai promenée pendant 3 saisons à mes propres frais, sans même une touche. Vous ne trouverez pas mieux, et vous ne le ferez certainement pas à meilleur marché. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas un paiement pour une marche depuis Aylesbury? La pièce rit. C'était ça, le pire. Pas son père. Son père était ivre et vaniteux. Il serait désolé d'une manière qui ne coûte rien à un homme. La pièce rit. Les Gurney rirent parce que tout le monde riait. Le jeune homme du coton rit parce qu'il avait 19 ans. Phoebe rit, puis s'arrêta. Elle mit sa main sur sa bouche et regarda son assiette pour le reste de la soirée. C'était le plus que sa sœur ait jamais fait pour elle. Et Almaria Brisk rit. Sa mère rejeta la tête en arrière et laissa échapper un rire léger et social. Elle dit, « Vraiment, monsieur Brisk, vous devriez aussi inclure la chaise. La chaise vaut plus cher. » Patience ne bougea pas. Elle avait appris il y a longtemps ce que valaient les larmes dans cette pièce. Elles étaient le prix d'entrée. Pleurer, et tout devient une scène. Une scène peut être racontée plus tard, améliorée et racontée à nouveau. Alors elle se tint dans l'embrasure de la porte avec une carafe d'eau dans les mains. Elle regarda la nappe, un cercle de vin près du coude de son père. Et elle compta 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis elle leva les yeux, et l'étranger la regardait. Il ne riait pas. Il n'était pas gêné non plus, ce qui était étrange.
Il ne faisait aucune des choses qu'un homme décent fait quand il est mêlé à une cruauté. Il la regardait simplement, fixement, son chapeau à la main. Et ses yeux étaient si sombres qu'ils semblaient sans fond. Il la regarda exactement le temps qu'il fallut pour que le rire meure. Puis il se tourna vers son père. « Vous avez une maison généreuse, monsieur, » dit-il. « Je me souviendrai de vos conditions. » Il le dit sans chaleur. Ces mots tombèrent dans la pièce, comme une pierre dans un étang, à qui l'on vient de dire qu'il est un miroir. « Monsieur, dit Patience, le feu de la cuisine est allumé. Descendez. » Elle le fit sortir de la pièce, et elle ne fut jamais capable de se souvenir comment. La cuisine était chaude et basse. Elle sentait la graisse de mouton et la lessive. Madame Dockett jeta un coup d'œil à son état, et redevint entièrement elle-même, c'est-à-dire qu'elle lui mit une assiette devant lui avant même qu'il ne soit assis. « Non, la petite bière. Toby, sors de là et va chercher du charbon. » L'homme mangea comme mangent les hommes, qui ont appris à ne pas se presser pour la nourriture. Patience remplit une bassine, la posa près du feu. Elle sortit une paire de bas de son père, qui attendait d'être reprisée depuis 8 mois. « Vos pieds, dit-elle. Vous allez perdre la peau si vous dormez dans ces bottes. »« Vous n'êtes pas obligé. »« Non, admit-elle. Personne n'est obligé. Mettez-les dans l'eau. » Il la regarda, et quelque chose se passa au coin de sa bouche. Pas un sourire, mais l'endroit où un sourire aurait pu être. Il mit ses pieds dans l'eau. Personne ne parla pendant un moment. La pluie continuait. Au-dessus de leur tête, le plancher de la salle à manger craquait et cognait. Le groupe se levait de table, et les rires descendaient à travers les planches, assourdis, ne signifiant plus rien. « Ils vont continuer avec ça, » dit-il enfin. « Après mon départ, pendant des semaines, des mois. Oui, ce sera une blague au Nouvel An. Ce sera une blague au mariage de ma sœur. » Elle le dit sans apitoiement, testant les mots. Comme on presse un bleu pour en connaître les contours. Vous ne devez pas y penser. Ça ne coûte rien d'être la risée de gens qui ne vous regardent pas. Il vous regardait. Non, dit-elle. Il regardait mon père. C'est une chose très différente. Et c'est la seule chose réconfortante quand on est une blague dans sa propre maison. Toby revint avec le charbon. Il le posa, hésita, puis retourna sous le vaisselier où se trouvait l'ardoise. Car il était arrivé jusqu'au A ce soir-là, et il avait l'intention de le garder. L'étranger le regarda partir. « Il est à vous ?» ?»« Il n'est à personne. Madame Dockett l'a trouvé sur le perron. La paroisse dirait qu'il appartient à la paroisse qui acceptera de le reconnaître. Et aucune paroisse ne veut d'un garçon de 10 ans sans nom et sans domicile. Elle s'assit sur le banc en face de lui. Alors il est à nous jusqu'à ce que quelqu'un le remarque. Et vous lui faites la leçon 20 minutes la plupart des soirs. Il sait faire le A. Il saura faire le B d'ici vendredi. Pourquoi? La question n'était pas posée méchamment. Elle était posée comme un homme qui ne connaît vraiment pas la réponse et a décidé d'arrêter de faire semblant. Parce qu'il est vif, dit Patience, et parce qu'un garçon qui sait écrire son propre nom ne peut pas être inscrit dans un registre comme n'importe quoi qu'un greffier décide. Ce n'est pas une petite chose, c'est presque tout en fait. Elle sortit l'abécédaire à corne de sa poche, le posa sur la table. Elle le tourna pour que la corne reflète le feu. C'était à mon grand-père. Il tenait l'école à Wesley. 29 enfants dans une pièce au sol de terre battue. Et il avait 11 livres en tout et pour tout quand il est mort, et 11 hommes l'ont porté, et l'Église ne pouvait pas contenir le reste. L'étranger ne le toucha pas, mais il le regarda un long moment. « Wesley, dit-il, vous connaissez? J'y suis passé. Alors vous aurez vu un village très ordinaire et une très petite église. » Elle rangea l'abécédaire à corne. Ma mère a passé 19 ans à persuader cette rue que nous venions de rien du tout, ce qui est un étrange travail quand on pense que nous venions d'une salle de classe. Rien ne serait plus facile. Rien, c'est ce dont elle a peur. Il ne répondit rien à cela. Toby sortit de sous le vaisselier avec l'ardoise, en se faufilant. Il la posa sur le coin de la table où l'homme pouvait la voir, et il regarda un point vague. « Il veut que vous voyiez le A, » dit Patience. « Je le vois. Vous êtes censé dire que c'est un beau A. »« C'est un beau A, » dit l'homme gravement. Et celui-ci est tombé. Toby sourit si fort qu'il dut regarder le sol. Ils firent le B. Cela prit 16 minutes, ce qui est long dans une cuisine à 10 heures du soir, avec les bas d'un duc séchant sur le garde-feu. Bien sûr, personne dans cette pièce ne savait que c'était ce qu'ils étaient. Puis l'homme prit la craie lui-même. Il écrivit dans le coin supérieur de l'ardoise,
d'une main qui avait été formée par quelqu'un de chair, 4 lettres. « C'est ton nom, dit-il. T-O-B-Y. Quand un homme te demande qui tu es, tu peux écrire ça. Et alors, ce n'est plus à lui de décider. » Toby le regarda comme d'autres regardent la mer. Patience se leva, se tourna vers le feu, et y resta un moment, le dos à la pièce. Elle tisonnait des braises qui n'en avaient pas besoin. « Vous dormirez dans la petite chambre près de la cour, » dit-elle. « Il y a un lit. C'était au frère de Nan, et il est parti soldat. Et ma mère ne sait pas que le lit est là. Partez avant 7 heures et elle ne le saura jamais. Merci. Quel est votre nom? » Il resta silencieux une seconde de plus que la question ne l'exigeait. « Vincent, dit-il. Seulement Vincent. »« Ce soir, dit-il. » Elle aurait dû y penser. Elle était fatiguée. On s'était moqué d'elle devant 5 personnes. Et elle avait 24 ans. Et un homme aux yeux sombres avait prononcé le nom du village de son grand-père dans sa cuisine. Elle n'y pensa pas du tout. « Bonne nuit, Vincent, » dit Patience Brisk. Le matin, il était parti. Le lit était fait au carré. Les bas étaient pliés sur le garde-feu, sec. Et à côté d'eux, un shilling qu'elle donna à Toby. Et l'ardoise avait été nettoyée, sauf le coin supérieur, qui avait été laissé intact. Toby transporta cette ardoise pendant 3 jours, avant qu'on puisse le persuader d'écrire à nouveau dessus. La blague ne mourut pas. Les blagues de ce genre ne meurent jamais. Elles sont trop utiles. À la fin de la semaine, elle avait été racontée dans 3 salons, et Madame Belinda Wickmere la racontait le mieux, parce qu'elle la racontait avec bienveillance. C'était son art particulier. Elle posait sa main sur la manche d'Almaria Brisk et disait « Pauvre Monsieur Brisk, il était si drôle. » Et l'homme l'a si bien pris. Et le salon comprenait tout. Que les Brisk avaient une fille que personne ne voulait, et que le père était un homme vulgaire dans ses coupes, que la mère avait été la risée dans sa propre salle à manger et avait participé pour se sauver. Almaria rentrait de ses visites le dos très droit. Elle ne grondait pas Patience. Elle faisait quelque chose de plus efficace. Elle cessa de mettre le nom de Patience dans les notes qu'elle écrivait. Et elle cessa de commander la voiture pour 2. Et à la fin du mois, elle dit à la modiste que seule mademoiselle Phoebe serait habillée cette saison. « Tu n'aimes pas la compagnie, dit-elle. Tu ne l'as jamais aimée. Je ne vais pas dépenser 40 livres pour habiller une femme qui reste contre un mur. Non, maman, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'arithmétique. Je sais ce que c'est, dit Patience. Son père était désolé. Il était désolé comme un grand homme est désolé après une chasse, de manière expansive, sans la moindre idée de ce qu'il a écrasé. Il entra dans le petit salon 15 jours plus tard. Il se tenait les pouces dans son gilet. « Tu ne dois pas prendre cette affaire à cœur, ma fille. »« Je ne l'ai prise nulle part, monsieur, car ce n'était que des paroles. Un homme dit une chose à sa propre table, avec du vin en lui. La moitié du commerce de cette ville se fait de cette façon. » Il rit, puis cessa de rire parce qu'elle le regardait. Le type a compris. Tu l'as vu. Il l'a pris comme il fallait. Il a marché 40 milles sous la pluie, et vous lui avez offert votre fille pour son souper, dit Patience. Vous n'avez aucune idée de comment il l'a pris. Moi non plus. Le visage de Silas Brisk prit la couleur de son propre porto. Je suis un homme simple, dit-il. Je dis ce qui me vient. Oui, monsieur. C'est exactement la forme que ça prend. Il sortit. Il lui envoya 3 jours plus tard, par l'intermédiaire de la femme de chambre, un cornet d'amandes sucrées qu'il aimait lui-même. Elle les donna à Toby. C'était son père. Il n'y avait jamais eu rien de plus en lui que ça. Et elle avait cessé de creuser à 20 ans. C'est un étrange deuil de pleurer un homme qui mange encore son dîner dans la pièce d'à côté. À 3 rues de là, dans une maison qui n'avait pas été correctement aérée depuis 2 ans, le duc d'Aldemir entra par la porte du jardin à 6 heures du matin, de la boue jusqu'aux genoux. Son valet l'attendait, car son valet attendait toujours, et avait depuis longtemps renoncé aux remarques. « Il y a un feu dans la bibliothèque, votre grâce. Merci, Pardoux. Et Monsieur Rancho à midi. » Oui. Vincent monta. La maison était très calme et très grande. Les housses recouvraient encore la moitié des meubles dans les pièces de devant, car il n'avait pas trouvé de raison de les enlever. Il était duc d'Aldemir depuis 2 ans et 1 mois. Il avait été Lord Vincent pendant 30 ans avant cela, ce qui est une chose beaucoup plus simple à être.
Son frère avait détenu le titre pendant 6 ans et en avait profité de la manière bruyante, chaleureuse et mal organisée dont il profitait de tout. Miles avait 40 chevaux et n'avait jamais regardé un registre de loyer. En janvier, avant de mourir, il avait écrit à son frère pour lui demander de l'argent. Et son frère lui avait répondu non. En mars, Miles fut tué sur la route de l'Ouest et laissa tout à Vincent. Ce qui sortit de cet hiver ne fut pas du réconfort. Ce fut une règle. Il avait refusé un homme qu'il aimait sur la foi d'une feuille de calcul de quelqu'un d'autre. Et il avait cru la feuille parce qu'elle était arrivée par la poste, sur du bon papier, d'une écriture respectable. Il irait voir. Il alla voir à Westlair, vêtu d'un manteau d'ouvrier. Il trouva l'école fermée et son toit arraché. Il trouva un village qui payait pour un maître d'école depuis 1794. Une ligne dans le livre de la paroisse qui n'achetait plus rien. Il alla voir les fermes du Hertfordshire et le quai d'Aylesbury, et les 14 maisons du côté nord de Brook Street que le domaine d'Aldemere détenait depuis l'époque de son grand-père. Il les regarda de l'extérieur, dans un mauvais manteau, la nuit. Cela lui a pris plus en un quart d'heure que les lettres de M. Renshaw en 2 ans. Une maison vous dit la vérité sur les gens qui y vivent parce qu'elle fait d'un étranger à la porte. Le numéro 6 de Brook Street lui avait donné du mouton, un feu, des bas secs, un lit dont personne ne connaissait l'existence, et l'alphabet. Le numéro 6 de Brook Street lui avait aussi offert une fille pour s'amuser devant des invités. Vincent se tenait à la fenêtre de la bibliothèque, son café refroidissant dans sa main. Il regardait la place s'éclairer. On lui avait demandé 1 ou 2 fois dans sa vie ce qu'il cherchait chez une femme. Il avait toujours trouvé la question si stupide qu'il avait donné une réponse stupide. Il savait ce qu'il avait vu. Une femme debout dans une embrasure de porte, une carafe d'eau à la main, pendant qu'une pièce riait. Ne pleurant pas, ne bronchant pas, content. Il l'avait regardé compter. Puis lever la tête et regarder droit vers la seule personne dans la pièce qui était humiliée avec elle, pour voir comment il s'en sortait. C'était tout. Rien d'autre, absolument rien, ne s'était passé. M. Renshaw vint à midi. On l'interrogea sur l'école de Wesley et sur les loyers fonciers du côté nord de Brook Street. Il repartit à 1 heure avec un visage de dimanche pluvieux. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, veuillez vous abonner à la chaîne. En avril, la paroisse s'intéressa à Toby. Cela commença par un greffier venu pour les impôts, et qui resta par curiosité. Et cela se termina par un papier. Les surveillants des pauvres avaient été informés qu'un enfant de sexe masculin d'environ 10 ans, sans domicile connu, était hébergé au numéro 6 de Brook Street. Les surveillants souhaitaient s'assurer que l'enfant n'était pas à charge. Les surveillants proposaient, dans le langage le plus clair possible, de le mettre en apprentissage. Almaria Brisk lut le papier 2 fois et le posa comme s'il était mouillé. Il part aujourd'hui. Maman, un garçon de la rue dans cette maison, avec les Gurney qui viennent, et Madame Wickmere qui vient, et ta sœur presque promise. Ses mains tremblaient, ce que Patience avait appris à surveiller, car les mains de sa mère savaient toujours les premières. Sais-tu ce qu'ils diront? Que nous gardons un indigent dans la cuisine par charité, comme dans une ferme. Nous sommes à 3 portes d'une comtesse. Il cire les bottes. Il le fait depuis 3 ans. Il n'est pas un scandale. C'est un domestique. Il n'est rien du tout, dit sa mère. C'est ce qu'il est. Il n'y a aucun papier au monde avec son nom dessus. C'est ce que rien signifie, Patience. Et je ne veux pas de ça dans ma cuisine. Et voilà, sa mère, entière, en une seule phrase. Dite à voix haute, sans qu'elle sache qu'elle l'avait dite. Almaria Brisk était née au-dessus d'une boutique de drapier à Hartford. Elle avait 15 ans quand 3 jeunes dames entrèrent pour acheter du ruban. Elles parlèrent par-dessus sa tête, longuement, pour savoir si la fille derrière le comptoir était déjà sortie de la ville. Elles utilisaient exactement la voix qu'on utilise devant un chien. Elle n'avait jamais raconté ça à personne. Elle avait passé 36 ans à construire un mur contre ça, fait de mousseline, de calèches et de voyelles. Sa fille aînée avait le visage large et simple de son père, et le tic de son grand-père de parler aux domestiques comme s'ils étaient des gens. Et chaque fois qu'elle le faisait, le mur s'effondrait d'une rangée. « Il sera parti avant 6 heures, dit Almaria. Patience ne discuta pas. Ce fut sa première décision, et elle ne ressemblait pas du tout à une décision. Car elle ressemblait à de l'obéissance. Elle mit son bonnet simple à 2 heures,
prit Toby par la main. Elle le fit marcher 1,5 miles vers le nord jusqu'à la paroisse de Sainte-Bride. Là, il y avait une école de 39 enfants dans une remise à calèche reconvertie, entretenue par souscription. Et une femme qui la dirigeait, dont on disait qu'elle mangeait les ecclésiastiques. Lady Clarinda Penhurst avait 71 ans et le nez des Aldemir, ce qui est une chose précieuse si vous avez 71 ans et que vous voulez qu'une pièce soit silencieuse. Elle examina Toby depuis la porte de la salle de classe. « Quel âge ?»« Environ 10 ans, dit Patience. Domicile ? Aucun que l'on veuille reconnaître. Parents ? Aucun. Lecture ? 14 lettres, dit Patience. Et son nom ? Les sourcils de Lady Clarinda se haussèrent d'un demi-pouce. Qui lui a appris ? Moi. Avec quoi ? Patience sortit l'abécédaire à cornes et le lui donna. La vieille femme le retourna, posa son pouce sur le manche usé. Elle regarda Patience pour la première fois comme s'il y avait quelqu'un là. Ceci a 50 ans, 62. Mon grand-père tenait l'école à Wesley, jusqu'en 1809. Vraiment ? Lady Clarinda le lui rendit. Et vous ? Que faites-vous ? Je suis assise dans une maison de Brook Street, dit Patience, et j'ai 24 ans. Et le mardi, je m'occupe des fleurs. Il y eut un silence assez long pour être remarqué. Et pendant ce silence, quelque chose fut décidé qui changea le reste de la vie de Patience Brisk. J'ai 39 enfants, dit Lady Clarinda. Une maîtresse qui est stupide mais volontaire, et une souscription à laquelle il manque 40 livres. Je ne peux pas vous payer. Je peux vous donner une pièce qui sent les enfants, de la craie qui est surtout du sable, et les petits de 9 heures à midi, 4 jours par semaine. Vous serez épuisés. Des parents qui ont toutes les raisons d'être impolis vous parleront rudement, et personne ne vous remerciera. Le garçon dort ici. Il y a un banc. Oui, dit Patience. Vous n'avez pas demandé à votre mère. Non. Bien, dit Lady Clarinda Penhurst. Commencez lundi. La chose extraordinaire, c'est que personne ne le remarqua. Patience quittait la maison à 8h moins le quart, marchait vers le nord, enseignait jusqu'à midi, et elle était de retour à 1h avec son bonnet bien droit. Elle avait eu peur de la première semaine. Elle avait préparé des réponses. Elle était restée éveillée à construire toute une architecture d'excuses. La bibliothèque de près, une amie dans Wigmore Street. Elle n'en eut jamais besoin. Sa mère ne lui demanda pas où elle allait, car sa mère avait cessé de la voir vers son 22e anniversaire et n'avait jamais pris la peine de recommencer. Son père était aux caves à partir de 9h. Et Phoebe était chez la couturière à partir de 10h. Les domestiques savaient, bien sûr. Les domestiques savent tout dès le 2e jour. Mais Madame Dockett avait perdu son cireur de bottes un mardi et n'était pas disposée à aider qui que ce soit à l'étage à ce sujet. Patience Brisk sortait chaque matin d'une vie invisible pour entrer dans une pièce où 40 enfants criaient son nom à la porte. C'était le bruit auquel elle ne s'était pas attendue, car elle avait imaginé quelque chose d'ordonné. Ce qu'elle obtint fut une remise à calèche reconvertie avec un poêle qui fumait. Des bancs d'une chapelle en faillite, une odeur de laine mouillée et de craie. Il y avait 40 enfants qui arrivaient affamés et repartaient affamés. Il fallait leur enseigner avec tout le corps. La voix, les mains, la craie, le sol, un bâton tapant les syllabes sur les planches. Elle fut très mauvaise pendant 8 jours. Le 9e jour, une fille nommée Salas lut le mot « chat » d'une voix grinçante. Elle avait 6 ans et n'avait absolument rien dit dans cette pièce depuis février. La pièce explosa comme un feu d'artifice. Et Patience dut sortir et rester dans la cour 1 minute, la main sur la bouche. Toby dormait sur le banc près du poêle et se levait à 5h pour allumer les feux. À la fin de la 2e semaine, il pouvait écrire une phrase. À la fin de la 3e, il avait commencé à corriger les autres garçons de manière insupportable. Ce qui, selon Lady Clarinda, était le signe le plus sûr d'un érudit. Il veut un nom de famille, dit la vieille femme. Il le sait, alors laissez-le en choisir un. Il peut bien avoir ce plaisir. Personne d'autre en Angleterre n'a cette chance. Il vint un jeudi, la dernière semaine d'avril. Patience avait le dos tourné à la porte. Elle était à genoux sur les planches, une ardoise à la main, longeant le premier banc. Ils étaient 7 à faire le son « t », le son le plus difficile de la langue pour un enfant qu'on n'a jamais forcé à rester assis. La pièce faisait un bruit de hangar plein d'oies. Elle entendit la voix de Lady Clarinda à la porte. Elle entendit une seconde voix en dessous, basse, disant quelque chose de court. Elle le sut avant de se retourner. Elle le sut dans ses poignets.
Il se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte. Il s'était baissé pour entrer. Et il le faisait avec l'aisance d'un homme qui s'est baissé sous de nombreuses portes basses. C'est ce qu'elle avait remarqué en premier sous la pluie en mars. C'est ce qu'elle remarqua maintenant. Tout le reste chez lui avait changé. Le manteau était noir, de qualité supérieure. Le linge était très blanc. Et il avait été rasé par quelqu'un payé pour le faire correctement. Et il était propre jusqu'à l'os. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Ce que l'argent fait pour un homme en environ 3 minutes. Il avait 32 ans. Elle l'avait cru plus vieux de 10 ans dans la cuisine. Mademoiselle Brisk, dit Lady Clorinda, mon neveu Aldemir. La pièce continuait de crier derrière elle. Patience se leva, de la craie jusqu'au coude. Elle en était consciente avec une clarté presque comique. Et elle nota de quelque part très loin que ses mains étaient parfaitement stables. « Votre grâce, dit-elle. Et elle fit la révérence, se retourna et enseigna au premier banc pendant encore 25 minutes. Elle ne sut pas par la suite combien de temps elle avait tenu, ni si elle avait dit quoi que ce soit de sensé. Elle se souvint que Salas avait lu « this » et « that ». Elle se souvint d'un garçon nommé Netley qui avait cassé une latte du banc avec sa botte. Elle se souvint que Lady Clorinda avait emmené son neveu à un moment donné pour regarder les comptes, et que ses pas ne se pressaient pas. À midi, elle les laissa sortir. Puis elle essuya les tableaux, rangea la craie dans la boîte et sortit dans la cour. Il attendait près de la citerne d'eau. Ils se regardèrent. « Vous ne m'avez pas menti. » Non. Il le dit comme il disait tout, sans se presser, comme si une question méritait la réponse exacte qu'elle valait, et pas une syllabe de plus. « Vous m'avez donné votre nom, votre propre nom. Vous étiez dans ma cuisine, les pieds dans une bassine, et vous m'avez laissé vous appeler Vincent. C'est exact. C'est pire, dit-elle. Comprenez-vous que c'est pire? Un faux nom. J'aurais pu en être en colère. Un faux nom aurait été une chose que vous m'auriez faite. Ceci n'était qu'une chose que vous m'avez laissé faire. » Il retourna son chapeau une fois. « Oui, dit-il. C'est pire. Je le sais depuis environ 10 heures le lendemain matin. » La pompe goûtait. Quelque part derrière le mur, une charrette de charbon passa, et l'homme dessus chantait faux. « Êtes-vous venu ici aujourd'hui pour moi ?» dit-elle. « Non. » Il le dit platement, sans l'adoucir, ce dont elle lui fut reconnaissante plus tard. « Ma tante tient cette école depuis avant que je ne porte des culottes. Je paie la facture de charbon depuis 15 ans. Et je viens le dernier jeudi du mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ne savais pas que vous étiez à 1 mile d'ici avant qu'elle ne me le dise. Elle avait trouvé une femme pour les petits, de Brook Street, avec un garçon et un abécédaire à cornes. Alors vous saviez avant d'entrer par cette porte. Je l'ai su depuis le seuil. J'aurais pu repartir. Il la regarda. J'y ai pensé un certain temps, puis je suis entré, car repartir aurait été une deuxième chose faite dans votre dos. Et j'en ai assez de ça. Toute ma vie est organisée pour que les gens puissent faire des choses dans mon dos. Patience croisa les bras. « Pourquoi étiez-vous chez nous ?»« Parce que j'en suis le propriétaire, » dit le duc d'Aldemir. « Je possède 14 maisons de ce côté de Brook Street. Votre père paye un loyer foncier de 18 livres par an. C'est moins de la moitié de ce que paie la maison d'à côté. Je voulais savoir pourquoi. » Les lettres de mon agent me l'expliquaient depuis 2 ans dans un langage que je ne pouvais pas suivre. Il fit une pause. Il est très difficile de se faire mentir quand on se présente à pied à 9 heures du soir. Il n'y a rien de plus que ça. Et le mouton? Le mouton, dit-il, n'était pas dans mes calculs. Elle découvrit qu'elle avait envie de rire, et que rire serait une sorte de reddition. Et elle ne savait pas tout à fait pourquoi. « Vous ne devez pas venir ici pour moi, dit-elle. Je viens d'expliquer que ce n'est pas le cas. Alors nous nous entendrons très bien, votre grâce. Mademoiselle Brisk, dit-il gravement, et il partit. Elle resta dans la cour près de la citerne pendant quelques minutes après, de la craie jusqu'au coude, en colère et ressentant autre chose pour lequel elle n'avait pas de nom, et qu'elle détestait considérablement plus que la colère. Il vint le jeudi suivant, qui n'était pas le dernier jeudi du mois. Il ne lui parla pas. Il s'assit au fond de la salle de classe pendant 2 heures avec le livre de souscription sur les genoux, dans son beau manteau, sur un banc de chapelle construit pour les fesses des enfants. Il passa en revue 15 ans de l'arithmétique de Lady Clorinda avec un crayon. À 10 heures, le plus petit garçon de l'école grimpa sur le banc à côté de lui et posa une ardoise sur ses genoux. Il s'appelait Tuppen. Il avait 4 ans et n'avait aucune idée de ce qu'était un duc. Patience vit la scène depuis le devant de la salle. Elle le vit regarder l'ardoise un moment.
Puis elle le vit prendre la craie dans sa main gauche, écrire et la lever. Elle était trop loin pour lire, mais elle savait parfaitement de quelles 4 lettres il s'agissait. Elle se retourna vers le premier banc, le cœur battant comme un oiseau dans une boîte. « Encore, dit-elle, le TH. Mettez votre langue où je vous ai montré. » Mai fut le meilleur mois de la vie de Patience Brisk, et elle en était consciente pendant que cela se produisait, ce qui est rare. Il venait les jeudis. Puis il vint un lundi, parce qu'il fallait un vitrier pour la fenêtre nord, et il fallait discuter avec le vitrier. Puis il vint le vendredi de cette semaine-là avec une boîte en sapin sur l'épaule. Elle contenait 4 douzaines d'ardoises, qu'il apporta lui-même, s'assit, et ne mentionna pas. Il n'était pas charmant. C'est sur cela qu'elle en vint à compter. Il ne se rendait pas agréable aux enfants, ni à elle, ni à personne. Il posait des questions courtes et attendait longtemps les réponses. Et quand la maîtresse stupide et volontaire de Lady Clarinda expliqua le système de lecture très longuement, il l'écouta avec la patience d'un mur. Mais il s'assit au fond et entendit Salice lire 2 fois. Et la deuxième fois, il dit que cet enfant était silencieux en février. Et Patience dit oui, et il ne dit rien d'autre pour le reste de la matinée. À la fin du mois, les enfants avaient cessé de se donner en spectacle pour lui, ce qui est le seul compliment que cette classe d'enfants fasse jamais à un étranger. Les garçons au fond se donnaient des coups de pied sous le banc, exactement comme s'il n'y avait rien derrière eux qu'un mur. Patience remarqua, la 2e semaine, qu'elle avait commencé à organiser ses matinées autour d'un banc qui restait vide 4 jours sur 5. Elle fut assez honnête pour se l'admettre le mercredi, et assez têtue pour ne rien changer à la leçon. À la fin de la 2e semaine de mai, il l'arrêta à la porte de la cour. « Que feriez-vous d'une école sans toit? Cela dépend de qui a enlevé le toit. Personne ne l'a enlevé. Il s'est effondré pendant l'hiver de 1810. La paroisse a mis une bâche sur la moitié. Et puis la bâche est partie aussi. Il le dit d'un ton neutre. Westleya, mon village. La salle de classe de votre grand-père. Il y a eu une ligne dans les livres du domaine pour le salaire d'un maître d'école chaque année depuis 1794. Il a été payé chaque année, et depuis 4 ans, il n'a été payé à personne. Patience resta très immobile. Répétez ça. 22 livres par an, dit-il, pendant 4 ans, à un homme qui est mort. Le salaire de mon grand-père était de 14 livres. Je sais. Il a été augmenté 2 fois après sa mort. Par lettre d'une écriture très respectable. Elle regarda le mur de la remise pendant un moment. « Que voulez-vous de moi? Je veux savoir quoi faire, dit-il. Je peux mettre un toit dessus en 6 semaines. J'ai déjà donné l'ordre. Je sais comment mettre un toit sur un bâtiment. Je ne sais pas l'autre chose. Alors vous feriez mieux de me le demander correctement. Je vous le demande correctement. Non, dit Patience. Vous me le demandez dans une cour, debout, comme si j'étais un homme que vous aviez rencontré à une foire aux chevaux. Asseyez-vous sur ce banc, votre grâce, et sortez un crayon. Car il y a 6 choses et vous ne vous en souviendrez pas. Il s'assit sur le banc. Il sortit un crayon. Elle lui dit les 6 choses. Un toit n'était rien. Un toit était la partie la moins chère. Il voulait un maître qu'il pourrait garder, ce qui signifiait 50 livres, et une maison avec une cheminée qui tirait. À 22 livres, il aurait un ivrogne ou un garçon attendant quelque chose de mieux, et les 2 partiraient avant le 2e hiver. Il voulait que l'école soit ouverte en hiver et fermée à la moisson. S'il se battait avec les fermiers pour la moisson, il perdrait complètement les enfants. Et un enfant qui sait lire en novembre ne l'a pas oublié en mars. Il voulait les filles à l'école, et il devrait le dire à voix haute, le répéter, et le faire écrire dans tout papier qu'il signerait. Car sinon, cela n'arriverait tout simplement pas. Il voulait des chaussures. 12 paires gardées à l'école, non données. Sinon elles seraient vendues dans le mois. Et l'enfant serait de nouveau pieds nus, et honteux, en plus d'avoir froid. Il voulait que le salaire du maître soit payé à la porte de l'église, devant les marguilliers, en avril et en octobre. Pour qu'aucun greffier à Londres ne puisse le payer à un homme mort pendant 4 ans. Vincent nota tout. Quand elle en vint aux chaussures, il s'arrêta et leva les yeux. Gardez à l'école. Gardez à l'école. Ce n'est pas de la méfiance envers les pauvres, c'est de l'arithmétique. Une paire de bonnes chaussures coûte 9 shillings, et une famille peut être à 9 shillings de l'hospice une mauvaise semaine. Si vous leur donnez les chaussures, vous demandez à une mère de choisir. Ne lui demandez pas de choisir. Il nota cela aussi. Ensuite, il resta assis, le crayon à la main, et regarda la liste.
Mon frère aurait fait tout ça en un après-midi, dit-il. Il se serait trompé de moitié. Tout le monde l'aurait adoré pour ça. Était-ce un homme bon? C'était un homme merveilleux. Il était sans espoir. Il retourna le crayon. Il m'a écrit en janvier avant de mourir et m'a demandé 4000 livres. J'avais mis 8 ans de mon propre argent dans Wesley à ce moment-là, discrètement, pour ne pas lui faire honte. J'avais une série de chiffres sur mon bureau de la part de mon agent. Il disait que le domaine ne pouvait pas le supporter. Alors je lui ai écrit 3 lignes. Je les connais encore. Patience ne dit rien. Elle avait appris, dans une maison où tout était dit trop vite, combien de marge de manœuvre le silence achète. Il a foncé sur un mur sur la route de Westley en mars, dit Vincent. Il a foncé sur des murs toute sa vie. Ça n'avait rien à voir avec ma lettre. Je me le suis prouvé pendant de nombreuses nuits blanches avec beaucoup de rigueur. Mais vous ne le croyez pas. Non. Et les chiffres sur votre bureau étaient faux, dit-il. Je n'ai jamais dit ça à voix haute à personne. Ils ont été préparés par un homme qui paie un maître d'école mort 22 livres par an. Le domaine aurait pu le supporter parfaitement. Je lui ai refusé sur l'autorité d'une colonne de chiffres de quelqu'un d'autre. 10 semaines plus tard, il était mort. Je me promène en Angleterre dans un mauvais manteau depuis, à regarder les choses moi-même. La cour était calme. À l'intérieur, la maîtresse stupide et volontaire faisait dire à 40 enfants la table de 7. Mal. Je ne vais pas vous dire que ce n'était pas votre faute. Il leva brusquement les yeux. Vous le savez déjà, dit-elle. Vous avez eu 2 ans de gens intelligents vous disant que ce n'était pas votre faute. Et ça ne vous a pas aidé une seule fois, parce que vous n'êtes pas un imbécile et que vous entendez la différence entre le réconfort et la vérité. Alors je vais vous dire la vérité à la place. Vous avez écrit 3 lignes à votre frère qui étaient méchantes. Vous vous êtes trompé sur l'argent. Et il est mort et vous ne pouvez pas réparer un seul mot. C'est ce que vous avez maintenant. Qu'avez-vous l'intention de faire du reste? Il resta silencieux un long moment. Mettre un toit sur une école, dit-il. Oui. Payer un maître 50 livres. Oui. Et garder les filles à l'école. Le dire à voix haute et le faire écrire. Elle se leva et secoua la craie de son tablier. C'est un bien piètre marché, votre grâce. Il ne vous achètera pas une seule heure de sommeil. C'est seulement tout ce qu'il y a. Il resta assis là avec le crayon. Patience, dit-il. Elle avait la main sur la porte et ne se retourna pas. Votre grâce, dit-elle, et elle rentra auprès des enfants. Madame Belinda Wickmere avait 31 ans, 640 livres de revenus par an et 1400 livres de dettes. Elle avait été une beauté à 17 ans et était plus belle à 31. À 20 ans, elle avait épousé un homme goûteux de 63 ans. On s'attendait à ce qu'il meure dans les 4 ans, il en avait mis 9, passant la plupart de ce temps sur les champs de course. Ce qui restait lui revint sous forme d'un douaire qui aurait été confortable pour une femme qui n'avait pas besoin d'être vue. Elle avait besoin d'être vue. Ce n'était pas de la vanité. C'était le métier. Une femme dans sa position est une boutique. Les marchandises en vitrine sont les robes, la loge à l'opéra, la calèche. Dès que la vitrine s'éteint, tout est fini. Il n'y a rien d'autre à être et nulle part où aller. Sauf une petite maison humide à Bath, avec une dame de compagnie à 40 ans pour toujours. Ses créanciers avaient été patients pendant 2 ans. Ils avaient été patients parce qu'Aldemir était revenu en ville et parce qu'Aldemir était célibataire. Belinda Wickmere s'était assurée, au cours de 100 conversations agréables, que la ville croyait la chose quasiment arrangée. La ville le croyait. Sa modiste le croyait. Elle avait presque commencé à le croire elle-même, ce qui était la partie dangereuse. La 2e semaine de mai, sa femme de chambre mentionna, en lui brossant les cheveux, que la fille Brisk, la laide, celle de l'histoire, sortait chaque matin pour aller à une école de charité dans la paroisse de Sainte-Bride. Elle appartenait à la vieille Lady Clarinda Penhurst. La main de Belinda ne bougea pas sur le bras du fauteuil. Elle était très douée pour ça. « Comme c'est curieux, » dit-elle, « celle qu'ils ont offerte aux mendiants. » « C'est elle, madame. » Elle s'assit, se regarda dans le miroir et fit le calcul, ce qui n'était pas difficile. Lady Clarinda était la tante d'Aldemir. Aldemir avait manqué 3 dîners en 5 semaines, et il y avait eu cette soirée en mars. Belinda comprenait maintenant, avec un choc glacial. Il avait certainement été dans cette pièce, dans ce manteau, à cette table. On lui avait offert une fille pour son souper, et Aldemir avait regardé la fille, pas avec admiration. Belinda connaissait l'admiration. Elle en avait été nourrie depuis ses 15 ans,
et pouvait en prendre la température à travers une salle de bal. C'était pire. Il avait regardé la fille comme un homme regarde une porte qui est restée ouverte dans une maison où il vient de réaliser qu'il vit. « Apportez-moi mon nécessaire à écrire », dit-elle. Elle avait 2 armes, et elle les choisit avec le calme d'une femme qui ne pouvait plus se permettre d'avoir des scrupules. La première était la blague. Une grande romance peut survivre à un scandale. Rien ne survit au ridicule. Supposez que toute la ville soit d'accord, en riant gentiment, que le duc d'Aldemir s'était vu offrir une fille laide par un marchand de vin ivre et qu'il avait pris l'homme au mot. Alors un mariage ne serait pas un mariage. Ce serait la fin d'une anecdote. Aucun homme en Angleterre ne pourrait entrer à Saint-Georges sous ce poids. La seconde était le garçon. Car il y avait un garçon, disait sa femme de chambre. Un garçon sans nom, sorti de la cuisine des Brisques, dormant à l'école. Et on avait vu sa grâce porter des ardoises. L'histoire revint dans le monde en juin, mieux habillée qu'à son départ. Patience entendit la nouvelle version au petit déjeuner de souscription pour l'école. Il se tenait dans les salons de Lady Clarinda, le 4 du mois. C'était la première fois en 12 ans que quelqu'un persuadait la vieille femme d'ouvrir sa maison. Il y avait 60 personnes. Il y avait un plan de la salle de classe de Westlair sur une table près de la fenêtre, dessiné à l'échelle, avec le nouveau toit à l'encre pâle. Il y avait une feuille de l'écriture de Toby, faite très soigneusement de sa plus belle main, posée à côté du livre de souscription, car Lady Clarinda comprenait exactement ce qui fait qu'une femme riche ouvre son réticule. Et il y avait Madame Belinda Wickmere, en gris tourterelle, charmante avec tout le monde. « Savez-vous que je pense que c'est la chose la plus touchante que j'ai jamais entendue » dit-elle à un groupe de 4 près de la cheminée, d'une voix portant à environ 20 pieds. Ce pauvre brave homme, M. Brisk, le marchand de vin, il avait tant bu lui-même ce soir-là. Et il a offert sa fille à un mendiant à la porte pour une blague, et tout le monde a ri. Et maintenant, maintenant il s'avère que le mendiant était un duc. Et sa grâce est si particulièrement attachée à cette école. On ne sait guère quoi penser. C'est comme une pièce de théâtre à Sadler's Wells. Quelqu'un rit, et ce n'était pas un rire cruel. Patience comprit cela, debout à 8 pieds de là, le livre de souscription à la main, avec les yeux de tout le monde se tournant vers elle à leur guise. Personne dans cette pièce ne lui voulait de mal. On leur donnait simplement quelque chose de délicieux, gratuitement, et ils le prenaient. Une blague est la chose la plus durable au monde. On ne peut pas argumenter avec elle. Argumenter. Et vous êtes la femme qui ne sait pas prendre une blague. Ce qui est le seul crime dont une Anglaise ne peut être acquittée. Mademoiselle Brisk. Madame Wickmere se tourna vers elle, chaleureuse comme un foyer. Voilà que j'ai été indiscrète et vous m'avez entendu. Je suis si désolé. Je pense vraiment que c'est une belle histoire. Je l'ai dit partout. Vous avez dit patience 2 fois dans cette pièce en 6 minutes. Le sourire de Madame Wickmere ne bougea pas. Et il y a le petit garçon, dit-elle, celui auquel sa grâce s'intéresse tant. Il n'a pas de parents du tout. On me dit que c'est beaucoup d'intérêt pour un duc. Les gens sont si méchants. J'ai dû le défendre 3 fois cette semaine. Et j'ose dire que tout sera oublié d'ici août. Il y eut un petit silence du genre qui a des dents. Patience posa le livre de souscription sur la table. Elle était consciente de son propre cœur et du plan de la salle de classe près de la fenêtre, avec le nouveau toit dessiné à l'encre pâle. « Madame Wickmere, dit-elle, le garçon a 10 ans, et il a été trouvé sur un perron par un temps de gel. Son nom est Toby, il sait l'écrire. Jusqu'en mars, il ne le pouvait pas. Et il n'y a plus de greffier en Angleterre qui puisse l'inscrire dans un registre comme bon lui semble, car il peut dire qui il est et y apposer sa signature. Voilà à quoi servait cet intérêt. Vous pouvez faire répéter chaque mot dans n'importe quel salon, et je vous l'écrirai en clair si votre mémoire est courte. » Puis elle reprit le livre et alla demander 2 guinées à la veuve d'un évêque, et les obtint. Et ses mains ne tremblèrent pas avant qu'elle ne soit dans les escaliers. Derrière elle, Belinda Wickmere se tenait près du feu, le teint un peu rouge. Elle comprit 2 choses à la fois, que la fille n'était pas une idiote, et qu'elle venait, devant 9 témoins, de passer pour une femme cruelle envers un orphelin, ce qui est la seule chose au monde qui ne se fait pas. Elle rentra chez elle et écrivit 3 lettres. L'une était au rédacteur en chef d'un journal qui publiait des paragraphes sur des personnes de qualité sans les nommer. L'une était au surveillant des pauvres de la paroisse de St. Brede, signé « Un bienfaiteur de la paroisse ».
Elle exprimait une juste inquiétude quant à un enfant de sexe masculin sans domicile, hébergé dans une école par souscription et remarqué par une personne de haut rang. La troisième, elle la brûla, car elle était trop directe et elle n'était pas encore tombée si bas. Almaria Brisk apprit la vérité le 7 juin par son coiffeur, ce qui est la façon dont les épouses de marchands de vin apprennent tout. Elle descendit au petit salon, le visage comme une assiette tombée. Aldemir. Patience leva les yeux de la chemise qu'elle raccommodait. L'homme à la porte en mars, dans ce manteau. Sa mère dut s'asseoir. Ton père t'a offert au duc d'Aldemir dans ma salle à manger pour une blague, avec les gurnis à table. Oui, tu le savais depuis la fin avril. Tu le savais, dit Almaria. Et tu es restée assise dans cette maison pendant 6 semaines sans rien dire pendant que je... Elle s'arrêta. Quelque chose d'énorme se passait derrière son visage. Patience le regarda, comprit, et eut pitié d'elle, ce qui était pire que tout. Sa mère ne pensait pas à la blague. Elle pensait à tous les salons où elle était entrée depuis mars, en étant prise en pitié. Et puis la chose se retourna en elle et remonta dans l'autre sens. Almaria Brisk était qui elle était. Elle avait construit un mur pendant 36 ans avec de la mousseline et des voyelles. « Eh bien, dit-elle. Eh bien, alors ce n'est pas un désastre. Cela peut être géré. Maman, tu seras à la maison les mercredis. Tu feras retoucher la robe de soie verte. Non, tu en auras une nouvelle. Je parlerai à ton père. Il ne s'y opposera pas maintenant. Tu amèneras ta sœur avec toi à cette école. Phoebe adore les enfants. Elle les a toujours adorés. Elle n'a jamais parlé à Toby une seule fois. Et quand sa grâce viendra, comme il vient, 4 fois par mois, me dit-on, alors Phoebe sera là, dans la pièce, et il la verra. Les yeux de sa mère étaient brillants et terribles. Tu n'imagines pas qu'il ait des intentions envers toi, Patience. C'est un duc. Il est célibataire. Et Belinda Wickmere a son nom à côté du sien depuis 2 ans. Personne dans cette affaire ne va t'épouser. Mais si tu as l'entrée de la maison, si ma fille est dans cette pièce, et que ta sœur est dans cette pièce. Non, dit Patience. Je vous demande pardon? J'ai dit non. Elle posa la chemise. Je n'emmènerai pas Phoebe à l'école. Je ne serai pas un tremplin. Si elle souhaite venir enseigner aux petits de 9h à midi, 4 jours par semaine, pour rien, elle peut venir demain, et j'en serai ravi. C'est la seule porte qui existe, maman, et elle est ouverte, et aucun de vous n'a jamais franchi le seuil. Almaria Brisk se leva. Tu as toujours été ingrate, dit-elle, et tu ressembles exactement à mon père, et tu parles aux domestiques comme si tu en étais une. Je sais que tu ne seras pas jeune éternellement. Je ne suis plus jeune maintenant, dit Patience. Vous me le dites depuis que j'ai 19 ans. Sa mère sortit et ferma la porte avec une grande retenue. 3 jours plus tard, le chiffonnier vint aux marches de service, comme il le faisait les vendredis. On lui donna un paquet provenant du placard du petit salon. De la porcelaine fêlée, une boîte à ouvrage cassée, un bonnet, un vieux soufflet. Et une petite palette de chêne de la taille d'une paume, avec une feuille imprimée sous une couche de corne, et un manche usé jusqu'à devenir satiné. Non, la femme de chambre vint trouver Patience dans la salle de classe à 10h du matin, ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, son tablier entre les mains, et lui raconta. Patience dit « Merci, nonne ». Puis elle se retourna et termina la leçon, dont il restait 12 minutes. Elle ne s'arrêta pas et ne s'assit pas. Elle leur fit faire le « E » et entendit 4 d'entre eux lire. Quand la cloche de midi sonna, elle les laissa sortir dans la cour de la manière habituelle. Elle ne pleura pas ce jour-là. Elle ne pleura pas cette semaine-là. Elle avait porté cet objet dans sa poche pendant 15 ans, à travers 2 déménagements et une scarlatine. Et elle n'avait jamais pensé qu'il avait de la valeur, car il valait environ 9 pence. Ce qu'il était, c'était le seul objet restant en Angleterre pour prouver qu'un maître d'école avait tenu une classe au sol de terre battue à Westlair pendant 31 ans. Sa mère l'avait parfaitement compris. C'est pourquoi il était parti un vendredi dans un paquet de vieilles porcelaines, et non dans le feu où quelqu'un aurait pu le remarquer. Mais elle cessa d'aller dans le petit salon. Elle ne raccommoda plus jamais de sa vie une autre chemise de son père. Si quelqu'un lui avait demandé, personne ne lui demanda, elle n'aurait pas pu dire quel était le lien. Le paragraphe parut le 12 juin. Il ne nommait personne. Il n'en avait pas besoin. Un certain Noble D, récemment revenu en ville, a montré dernièrement un intérêt très chaleureux pour l'établissement de charité d'une proche parente,
et pour un de ses petits pensionnaires. Sa longue absence, nous dit-on, fut passée dans des habitudes vestimentaires singulières. La paroisse, nous croyons savoir, mène l'enquête. Les surveillants des pauvres de la paroisse de Sainte-Bride menèrent leur enquête le 17. Ce n'étaient pas des hommes méchants. Patience voulait désespérément qu'ils soient des hommes méchants, et ils ne l'étaient pas. C'était un marchand de grains, un constructeur et un ecclésiastique avec 7 enfants à lui. Ils étaient assis à une table dans la sacristie avec un poêle allumé en juin. Ils faisaient le travail que la loi et les contribuables leur avaient confié. Ce travail consistait à s'assurer qu'un garçon de 10 ans sans domicile ne tomberait pas à la charge de la paroisse pendant 5 ans. Ils avaient une très bonne offre pour lui. Un batelier de Hungerford Stairs, un certain Kempson, un homme sobre avec un bateau et une licence, prendrait le garçon en apprentissage jusqu'à ses 21 ans, et il le nourrirait et lui apprendrait le fleuve. C'est un métier, dit l'ecclésiastique, et il le pensait gentiment. C'est plus que ce que la plupart d'entre eux obtiennent. Il a 10 ans, dit Patience. Ils partent à 9 ans, mademoiselle Brisk, certains à 7. Il est à l'école depuis 10 semaines, et il lit mieux que n'importe quel garçon dans cette classe. Donnez-lui 4 ans, et il sera greffier. Donnez-lui 7 ans, et il sera maître dans sa propre école. Elle posa sa main à plat sur le registre. Vous me demandez de prendre un garçon qui est sur le point de pouvoir lire un contrat et de le mettre sur le fleuve jusqu'à ses 21 ans, et de lui faire signer son contrat d'apprentissage avec une croix. Il le signera de son nom, dit le constructeur, qui n'était pas un imbécile. Il le fera, dit Patience. C'est la seule chose qui se dresse entre vous et un garçon que vous auriez pu inscrire dans ce livre comme n'importe quoi. Je ne jetterai pas ça à votre place. Ils parlèrent pendant 2 heures. Elle avait le registre de l'école en main, avec 10 semaines de présence de sa propre écriture et une feuille du travail de Toby. Elle avait une note de caution de Lady Clarinda Penhurst, s'engageant à subvenir à ses besoins jusqu'à sa 16e année, à ses propres frais, l'argent étant déjà déposé. Elle n'avait pas le duc d'Aldemir, et cela lui avait coûté quelque chose à organiser. Il avait voulu venir, et il avait été parfaitement clair à ce sujet. Il viendrait. Il s'assiérait au fond. Il apposerait son nom sur la caution, et son argent derrière. N'importe quel surveillant en Angleterre y réfléchirait à 2 fois avant de le contrarier. Et le paragraphe dans le journal, avait-elle dit. Au diable le paragraphe. Au diable autant que vous voulez. Il sera toujours là sur la table devant ces 3 hommes, et il n'y a pas de réponse à cela. Et la réponse qu'ils donneront sera de le mettre sur un bateau où personne ne pourra parler de lui. Elle avait soutenu son regard. Votre grâce, si vous entrez dans cette pièce, vous le perdrez pour moi en un quart d'heure, et vous serez tout à fait sûr d'avoir aidé. Il était resté là, la mâchoire serrée, pendant 7 secondes. Elle avait compté. Non, dit-il enfin. Vous avez raison. Et il n'était pas venu. Ce qui fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite pour quelqu'un. Et elle n'en connut jamais le coût total, et il ne le lui dit jamais. À 4 heures, les surveillants des pauvres de la paroisse de Sainte-Bride signèrent un ordre. L'enfant de sexe masculin connu sous le nom de Toby, sans domicile, entretenu sans frais pour la paroisse par une caution certifiée, devait rester à l'école de Lady Clarinda Penhurst. Patience rentra chez elle par le long chemin, par le parc, dans la lumière, et ne se pressa pas une seule fois. Il lui demanda le 22 juin, dans la salle de classe, à 6 heures du soir. Les bancs étaient repoussés, le poêle était froid, et tout l'endroit sentait la craie et les enfants. Il le fit maladroitement, ce à quoi elle pensa pendant des années par la suite. « Vous savez ce que je vais dire? Je préférerais que vous le disiez. »« Épousez-moi, dit-il. Je mettrai l'école de Wesley sous tutelle, et vous pourrez choisir le maître. Ma tante donnera un foyer au garçon, aussi longtemps qu'il le voudra. Le loyer de votre père ne sera jamais mentionné en votre présence. Il n'y a rien dans tout cela pour lequel vous deviez être reconnaissante. J'ai tout arrangé pour qu'il n'y ait rien. » Patience se tenait près du premier banc, la main sur la boîte d'ardoise. « C'est là le problème, dit-elle. Vous l'avez arrangé. Je ne vous comprends pas. Je sais. Asseyez-vous. » Il ne s'assit pas. Il se tenait au milieu de la salle de classe, dans son beau manteau, son chapeau à la main. Exactement comme il s'était tenu dans la salle à manger de sa mère dans un manteau en ruine. « Le 14 mars, dit Patience, mon père m'a offert à un homme à sa table pour une blague. La pièce a ri,
et je me suis tenu à la porte et j'ai compté 3 secondes. Si je vous épouse maintenant en juin, c'est la fin de l'histoire. Vous voyez? C'est une très belle fin. Elle sera racontée dans cette ville pendant 20 ans. Et elle commencera toujours à la table de mon père. Et je serai toujours la chose qui a été offerte. La blague aura simplement acquis une conclusion heureuse. Elle le regarda fixement. Je ne serai pas la réponse à une blague, Vincent. Pas même une blague gentille. Alors que dois-je faire? Je ne sais pas, dit-elle. C'est honnête. Je sais ce que vous ne devez pas faire. Et c'est ceci. Vous ne devez pas me débarrasser des mains de mon père. Vous ne devez pas le corriger. Vous ne devez pas me dédommager, ni votre frère, ni un garçon sur un perron. Vous avez passé 2 ans à vous promener en Angleterre dans un mauvais manteau, essayant de payer pour 3 lignes dans une lettre. Et je ne serai pas le dernier versement. Il était très blanc. Est-ce tout ce que c'est pour vous? Non, ce n'est rien de tel. C'est pourquoi je le dis debout dans une pièce froide, au lieu de dire oui et d'avoir le reste de ma vie pour me demander. Il mit son chapeau et arriva jusqu'à la porte. Je n'ai jamais de ma vie, dit-il, voulu quelque chose comme je veux que vous soyez dans une pièce où je suis. Puis il sortit. Elle s'assit sur le premier banc, parmi les ardoises, mit son visage dans ses mains et y resta jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il ne lui écrivit pas, ce qui lui coûta quelque chose. Et il ne vint pas à l'école le jeudi, ce qui lui coûta bien plus. Ce qu'il fit à la place, ce fut d'envoyer à sa tante l'acte de fiducie de Wesley, paraphé et signé. La 4e ligne concernant les filles de la paroisse y figurait exactement comme elle l'avait dicté dans une cour en mai. Il n'y avait pas de lettre avec, et rien dans tout le paquet qui ne lui demandait quoi que ce soit. Lady Clorinda fit remarquer au feu que c'était la première chose vraiment intelligente que son neveu avait faite en 2 ans. Lady Clorinda Penhurst donna un bal le 30 juin pour l'école. 200 livres l'assiette, pour ceux qui pouvaient le supporter. Elle n'avait pas ouvert sa maison pour un bal depuis 19 ans. Tout le monde vint, ils vinrent pour l'école et pour le lien avec Aldemir. Et surtout, ils vinrent parce que la ville avait une histoire en cours et s'attendait à ce que le chapitre suivant soit servi avec le souper. Les Brisk vinrent. Almaria avait une carte d'invitation et l'avait montrée à 14 personnes. Patience portait la robe grise, qui avait été retouchée 2 fois. Elle avait été dans la salle de classe jusqu'à 4 heures cet après-midi-là. Et il y avait de la craie sous un de ses ongles qui ne voulait pas partir. Elle se tenait près de la 2e fenêtre avec un verre de limonade et regardait sa mère travailler l'entrée. À 11 heures, Madame Belinda Wickmere prit Silas Brisk par le bras. Elle y avait passé 15 jours. Elle était passée à Brook Street 2 fois. Elle lui avait fait sentir qu'il était un homme d'esprit, ce que personne n'avait fait depuis 1809. Elle lui avait mis en tête que la pièce l'attendait. Elle s'était assurée que son verre ne soit jamais autre chose que plein. « Monsieur Brisk, dit-elle de cette belle voix portante, vous devez leur raconter. Vous me l'avez promis. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue de ma vie. Oh, maintenant, le mendiant à la porte. Faites-le. Tout le monde l'a mal entendu. Ils doivent l'entendre de vous. » Alors Silas Brisk se tint dos à la grande cheminée dans les salons de Lady Clorinda Penhurst. Avec 60 personnes autour de lui et un verre à la main, il raconta. Il le raconta bien. C'était la partie terrible. Il l'avait raconté de très nombreuses fois depuis mars, et l'histoire s'était améliorée. La pluie, la boue, l'odeur du type, le visage de sa femme, le mouton. Il leur donna la réplique sur la chaise, et puis il écarta les bras et livra la chose elle-même, comme il l'avait livrée à sa propre table. « Prenez-la, dis-je. Prenez Patience et soyez le bienvenu. Elle a 24 ans et elle mange très peu. » La pièce rit. Le rire fit le tour des murs comme une vague, facile, ravie. 60 personnes dans une pièce chaude. Patience se tenait près de la 2e fenêtre avec un verre à la main. Elle ne bougea pas, ne pleura pas, et elle compta. 1 seconde, 2 secondes, 3. Et à la 3e seconde, une voix dit du milieu de la pièce. C'était moi. Le duc d'Aldemir n'était pas un homme bruyant, et il n'éleva pas la voix alors. Il le dit simplement dans le bruit, et le bruit cessa comme si une porte avait été fermée dessus. « Je vous demande pardon, dit Silas Brisk. L'homme à votre porte le 14 mars, c'était moi. » Vincent s'avança de 2 pas. « J'avais marché depuis Halsbury. Je possède la maison où vous vivez, monsieur, et 13 autres dans cette rue. J'ai l'habitude de regarder mes propres biens à pied.
Quand je les regarde depuis une calèche, tout le monde a 3 jours pour se préparer. Vous m'avez donné votre mouton. Vous m'avez offert votre fille devant vos invités, et vos invités ont ri. Je vous ai dit que je me souviendrai de vos conditions. Personne dans cette pièce ne respirait. Par la suite, les gens qui étaient là donnèrent 9 récits différents de ce que la pièce fit ensuite. Et chacun d'eux était faux, car 60 personnes ne font rien à la même seconde. Ce qui est certain, c'est que Madame Gurney posa un verre, que quelqu'un près de la porte dit « Mon Dieu !» d'une voix destinée à lui seul, et que personne ne rit du tout. Le duc d'Aldemir attendit que la pièce se calme, sans hâte apparente, les mains le long du corps. « Je m'en souviens, » dit Vincent. « Je n'ai pensé à presque rien d'autre depuis 3 mois, et je ne l'aurai pas à ces conditions. Elle n'a jamais été à vous pour que vous la donniez, monsieur. Pas le 14 mars, pas ce soir, pas dans aucun mois de votre vie. Un homme ne peut pas faire cadeau de ce qui n'a jamais été entre ses mains. » Silas Brisk se tenait là, son verre devenant d'un rouge sombre et lent. Et puis, ce fut la partie que Patience ne put oublier. Il commença à sourire. Il sourit avec incertitude, comme un homme qui attend qu'on lui dise que c'est encore une blague. Personne ne le lui dit. Et alors, Patience Brisk posa sa limonade sur le rebord de la fenêtre. Elle s'avança au milieu de la pièce, dans une robe grise retouchée, avec de la craie sous un ongle. Et 60 personnes se tournèrent pour la regarder faire. Elle s'adressa d'abord à la pièce. Elle y avait pensé pendant 8 jours. Et elle découvrit, une fois là, qu'elle n'avait besoin que d'environ 40 mots. « Mon père vous a raconté cette histoire depuis mars, dit-elle. C'est une bonne histoire, et j'ose dire qu'elle nous survivra tous. Mais elle a toujours été mal racontée. Il n'y a eu aucun marché à cette table. Rien n'a été donné, car rien là-bas n'était à lui. » Puis elle se tourna vers Vincent. « Vous m'avez posé une question dans une salle de classe froide il y a 8 jours, et je n'ai pas voulu y répondre. Je veux que vous compreniez pourquoi, et je veux qu'il l'entende, car je ne veux pas que cela soit chuchoté par la suite. » Sa voix était parfaitement stable. « Vous avez demandé à me prendre des mains de mon père. Je ne vais pas être passé d'un homme à un autre sous les yeux de la pièce. Qu'ils rient ou qu'ils applaudissent, c'est le même geste. J'en ai été l'objet toute ma vie. Patience. Taisez-vous, dit-elle. Je n'ai pas fini, et c'est le seul discours que je ferai jamais. » Quelqu'un, quelque part près de la porte, fit un petit bruit de pure joie. « J'ai 40 enfants, 4 matins par semaine, et un garçon qui sait écrire son nom, dit Patience. J'ai le métier de mon grand-père, et il est meilleur que celui de mon père, et j'ai l'intention de le garder, quoi qu'il arrive ce soir. Je ne demande pas à être sauvée, et je n'offre pas d'être reconnaissante. Il n'y a donc qu'une seule façon de faire cela, et ce n'est pas la façon dont cela a été fait en mars. » Elle s'arrêta devant lui, et toute la pièce était partie très loin. « Demandez-moi à nouveau, dit Patience Brisk. Pas à mon père, à moi. Demandez-moi ici, devant chaque personne qui a ri, et je vous donnerai ma propre réponse, de ma propre voix, et elle sera mienne pour le reste de ma vie. Demandez-moi, Vincent. » Il y eut un silence d'environ 4 secondes. « Mademoiselle Brisk, dit le duc d'Aldemir, voulez-vous m'épouser? » « Oui, dit-elle, je le veux. » Elle trouva Madame Whitmere dans les escaliers 1 heure plus tard, assise sur la 3e marche du tournant, toute seule, son éventail fermé sur ses genoux. La maison était encore pleine de bruit en bas. Personne n'était venu la chercher, ce qui racontait toute l'histoire mieux que n'importe quel registre. « Vous pouvez le dire, dit Belinda. Je le ferai à votre place. Je n'ai rien à dire. Alors vous êtes une idiote, et vous n'êtes pas une idiote. » Elle leva les yeux. Son visage, sans le sourire, était fatigué et plutôt jeune. « Savez-vous ce que j'ai? 640 livres par an et 1400 de dettes. Et une modiste qui a été patiente pendant 2 ans sur la foi d'un mariage que tout le monde me disait arrangé, y compris moi. Je me le suis dit. Je sais que vous ne pouvez pas savoir. Je sais ce que c'est d'avoir une seule porte, dit Patience, et de la regarder se fermer. Je ne vais pas prétendre que je ne sais pas ce que vous avez fait pour le garçon. » Belinda Whitmere regarda ses mains. « C'est un enfant trouvé sans domicile, dit-elle. J'ai écrit une lettre à un surveillant. Ça m'a pris 4 minutes. J'ai pensé à ces 4 minutes assez souvent depuis. Alors pensez-y, c'est tout. »« Pas de sermon. Vous avez des créanciers, dit Patience. Ils le feront mieux que moi, et ils le feront pendant des années. » Elle resta un moment sur la marche en dessous d'elle. Lady Clarinda veut une 2e souscription pour l'école de Wesley à l'automne,
et elle ne sait pas demander de l'argent. Vous le pouvez. Vous l'avez fait à 60 personnes ce soir sans ouvrir le livre. Si vous voulez être utile, en voilà une occasion. Ça ne paie rien. Ce pourrait être un endroit où aller. Elle la laissa assise là, ne se retourna pas, et ne raconta jamais à personne de sa vie ce qui avait été dit dans ces escaliers. Au pied de l'escalier, sa mère se tenait près de la porte, ses gants à la main. Almaria Brisk ne dit pas félicitations. Elle ne dit rien du tout. Elle regarda sa fille aînée un long moment, et son menton tremblait. Il y avait quelque chose sur son visage que Patience n'y avait jamais vu en 24 ans. Elle ne pouvait pas le nommer, et ne le comprit que bien plus tard, quand elle fut beaucoup plus âgée. Sa mère avait eu 15 ans une fois, derrière un comptoir à Hartford, et on avait parlé par-dessus sa tête. Elle avait passé 36 ans à s'assurer que cela ne pourrait plus jamais arriver. Elle avait construit le mur si haut qu'elle s'était emmurée avec la chose même qu'elle craignait. Et maintenant, sa fille laide, qui parlait aux domestiques, qui avait le visage de son grand-père, sortait par la grande porte, sans une seule brique. « Ta robe est retouchée, » dit Almaria. « Oui, maman, je t'en enverrai une nouvelle, » dit sa mère, et elle mit ses gants et sortit vers la calèche. À Wesley, en septembre, le nouveau toit était posé. Il était en ardoise, il était laid, et il durerait 140 ans. La salle de classe en dessous avait une cheminée qui tirait. 12 paires de chaussures sur un râtelier près de la porte, qui ne quittait jamais le bâtiment. Et un maître engagé à 50 livres à partir de la Saint-Michel. Il y avait un papier signé par les fiduciaires qui disait, à la 4e ligne, que les filles de la paroisse devaient être instruites avec les garçons. C'était répété 2 fois plus bas, pour éviter tout doute. Les bains avaient été lus une fois dans cette église le 7. Il restait encore 2 dimanches, pas de robe commandée, et beaucoup de discussions à venir sur l'endroit où chacun allait vivre. Phoebe avait épousé son jeune homme du commerce du coton en août à Brook Street, très joliment. Elle avait écrit 2 fois depuis, les 2 fois à propos de meubles. Et une fois, elle avait demandé, à la fin, et en plus petite écriture, ce qu'une personne devait apporter si elle venait voir l'école. Personne n'était pressé, ce qui était le luxe auquel elle ne s'était pas attendue. Personne n'était pressé, et rien ne devait être réglé avant jeudi. Et tout s'étendait devant eux comme un champ avant la charrue. Toby entra à 4 heures avec la clé, car la clé était sienne maintenant. Et parce qu'il s'était nommé à la fonction de fermer. « J'ai choisi, » dit-il. « Choisi, choisi. » Il posa l'ardoise sur la table et la retourna. Il l'avait écrit 4 fois et en avait barré 3. Et le dernier restait propre en bas, d'une main meilleure que celle de la plupart des greffiers. Toby Wesley. Patience le regarda pendant un assez long moment. « D'après le village, d'après l'école, » dit Toby. Derrière elle, dans l'embrasure de la porte, le duc d'Aldemir posa un petit paquet sur la table sans un mot. Elle reconnut sa forme à travers le papier avant de le toucher. Une petite palette de chêne de la taille d'une paume, avec une feuille imprimée sous une couche de corne et un manche usé jusqu'à devenir satiné. Cela lui avait coûté un chiffonnier à Chiswick, un été entier, 41 shillings, et une quantité considérable de marche, ce qu'il ne mentionna ni alors ni jamais. Elle ne le remercia pas. Elle ne le pouvait pas, à ce moment précis. Elle le mit dans les mains de Toby à la place. « J'ai dépassé ça, » dit le garçon, scandalisé. « Ce n'est pas pour que tu apprennes avec, c'est pour que tu enseignes aux petits avec, dans environ 6 ans, quand tu auras ta propre classe. » Elle referma ses doigts dessus. « Il a déjà servi à des centaines d'entre nous. Il en servira à des centaines d'autres. » Ce soir-là, tous les 3 redescendirent le chemin dans la dernière lumière du jour. La salle de classe se tenait vide derrière eux, sa porte calée pour aérer le nouveau plâtre. Le soleil bas entrait par la fenêtre ouest et sortait directement par la porte. Une longue barre de lumière traversait l'herbe. Une porte ouverte, la lumière qui en sort, et quelqu'un dans le noir dehors. Sauf que personne n'était dans le noir maintenant. C'était toute la différence. Il avait fallu un village, un garçon, un toit, 60 personnes dans une pièce chaude. Et une femme qui ne se laisserait pas donner. Chaque heure en avait valu la peine. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.